Bonjour et bienvenue au premier salon digital du mieux vivre. Je suis Mario Giorgio et aujourd'hui nous allons parler d'anti-vieillissement, d'auto-guérison au moyen de la pleine conscience intuitive. Et pour ça, nous allons faire un voyage de l'autre côté de l'Atlantique pour retrouver un habitué des salons du mieux vivre, notre cher ami Sylvain Bélanger. Oui, alors bonjour Mario et bonjour à tous. Bonjour Sylvain, très content de t'accueillir ici à nouveau sur cette plateforme. Donc les personnes qui suivent déjà cette chaîne ont déjà pu découvrir l'une de tes conférences et aussi peut-être de t'avoir découvert sous d'autres formes dans des ateliers ou ailleurs, dans des événements en présence. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors bonjour, donc mon nom est Sylvain Bélanger. Donc moi j'ai été formé il y a plusieurs années, j'ai 58 ans, donc ça fait un certain nombre d'années, 35 ans, 40 ans peut-être là maintenant que j'ai suivi une formation avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young. Et puis j'ai beaucoup apprécié cette formation-là. Et suite à cette formation où j'ai développé des habiletés intuitives telles que la clairvoyance, lecture de l'aura, médiumnité, j'ai voulu finalement moderniser l'approche, non pas que je trouvais qu'elle était ancestrale, mais je trouvais que c'était nécessaire de la rendre peut-être plus actuelle. Et c'est dans ce sens-là que la conférence d'aujourd'hui va dans ce sens-là. Et puis bon, ça fait donc plusieurs années que je fais des lectures intuitives, des champs subtils des gens, à distance, en présentiel, que j'offre des enseignements aussi de la pleine conscience intuitive, qui est la méthode que j'ai développée pour proposer justement une façon de développer ses habiletés intuitives et de guérison pour soi-même ou pour un partenaire, pour une personne qu'on souhaite soigner. Voilà. Ouais, génial. En tout cas, c'est passionnant et merci infiniment aussi d'apporter ta contribution, tes pépites à ce monde pour contribuer à une expérience individuelle et collective plus apaisée et plus dans l'équilibre. Et avant de te donner la parole pour ta conférence, je remercie toutes les personnes qui sont en train de regarder cette conférence en live. Merci, vous êtes les bienvenus et vous avez la possibilité de mettre des commentaires ou de poser des questions sur la partie droite de votre écran sur YouTube et Sylvain pourra les voir aussi et puis je lui transmettrai aussi vos commentaires et vos questions. Et pour les personnes qui regardent cette conférence en rediffusion, que vous soyez en Suisse ou à l'étranger, au Québec ou dans le reste de la francophonie, vous êtes très nombreux. Merci infiniment de nous suivre. Et à la fin de la conférence, n'oubliez pas, merci de mettre un commentaire, de liker la conférence et puis de vous abonner à la chaîne du mieux vivre et de la partager, de partager cette pépite, ces connaissances et tous ces outils, cette merveilleuse boîte à outils qui permet aux uns et aux autres de continuer d'avancer dans sa vie, dans leur vie, dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup. Et mon cher Sylvain, je te laisse maintenant la parole et puis je te retrouve à la fin de ta conférence. Je te remercie, Mario. Alors donc la conférence, c'est anti-vieillissement et auto-guérison. Alors, d'où vient cette idée de faire une conférence sur le sujet? C'est que on sait que la guérison, quand on va voir un guérisseur, souvent, c'est pour se faire soigner, se faire guérir. Et puis, on oublie souvent, finalement, trop souvent, que il est possible de prévenir et de favoriser la santé plutôt que d'attendre d'être malade pour aller voir un soignant. Donc, l'idée de la conférence, c'est de faire un genre de réflexion sur comment on peut arriver justement à favoriser ce non-vieillissement-là par des techniques, évidemment, que je vais proposer qui se nomment la pleine conscience intuitive, mais qui rejoint, plusieurs traditions énergétiques que l'on retrouve chez les guérisseurs ou les chamans, etc. Donc, la première chose que j'aimerais vous parler, c'est de l'aura. L'aura, finalement, c'est une structure subtile. On dit qu'on a un corps physique, bien sûr, et ce corps physique-là, donc, traditionnellement, on disait qu'il y avait un genre de couche, un champ énergétique autour de soi qu'on appelait l'aura. C'est intéressant de parler ici d'une recherche, non pas d'une recherche, mais d'une recherche et d'une démonstration scientifique d'un physicien qui s'appelle Pop, qui a démontré que l'aura, quelque part, c'est un rayonnement biolumineux des cellules. C'est intéressant de comprendre cela parce que déjà, ça nous rapproche de la santé. Parce que lorsqu'on parle d'un aura, souvent on va parler d'un aura en disant, vous avez dans telle couche un tel problème, qui va laisser croire en fin de compte que la santé est déterminée par quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Un peu comme si moi, mon corps physique était en étroite relation avec l'univers, évidemment, puis que quelque part, cette relation-là faisait que moi,
en tant qu'être humain, ben, j'avais pas de grand-chose à faire là-dedans. Et quand on commence à comprendre que cette aura-là, finalement, est une résultante de ce rayonnement biolumineux des cellules, ça devient plus riche. Alors, je vous explique sur quoi repose cette idée de Pope. C'est que lui a fait de la démonstration, il a fait de la mesure que les cellules du corps absorbaient et émettaient de la lumière, et cette absorption-là, cette émission-là de lumière provenait des photons, donc du soleil, c'est-à-dire que le soleil émet des particules lumineuses, et notre corps va prendre ces particules lumineuses-là, va les absorber dans notre corps, on va les digérer, on va les assimiler, puis ensuite on va produire de l'énergie, et on va ensuite réémettre une énergie. Donc, ça va créer comme un genre de pulsation, un peu comme une respiration biolumineuse. Et ce qui est intéressant dans cette idée-là, finalement, c'est qu'on comprend ici que quand on observe le champ énergétique d'une personne, on est en train de regarder, finalement, le rayonnement biolumineux de ces cellules, c'est-à-dire on a un reflet des conditions énergétiques de la cellule qui nous permet donc de pouvoir déterminer le potentiel santé d'un individu. Le potentiel santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'observe le rayonnement énergétique d'une personne, ben, je vais donc constater que si son rayonnement est très harmonieux et très, très équilibré et qu'il n'y a pas de heurts ou d'obstacles dans le flot de l'énergie, ben, je vais donc conclure que cette personne-là est dans un état de santé optimal. Et en physique quantique, on va nommer cela la négantropie. Négantropie, ça veut dire quoi? Ça veut dire un état où l'énergie circule librement dans son corps sans aucun obstacle, sans aucun heurt, sans aucune friction. Ça veut donc dire que moi, dans ma journée, si je suis dans un état de négantropie, ça veut donc dire que mon corps va fonctionner optimalement. Il n'y aura pas donc de friction inutile, quoi que ce soit. Ce qui veut donc dire que dans ces conditions-là, mon corps va vieillir moins rapidement qu'un autre individu qui serait dans un état qu'on nomme entropie. Et l'état d'entropie, ça signifie quoi? Ça signifie que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je vais constater que dans ce champ énergétique-là, il va y avoir des perturbations, des déséquilibres. Il peut y avoir des manques énergétiques, il peut y avoir des congestions, il peut y avoir un désalignement de son champ énergétique, il peut y avoir des surcharges, des congestions, il peut y avoir des états d'épuisement, il peut y avoir des états d'hyperactivité. Alors, tous ces états-là, finalement, vont mettre en évidence que la cellule n'est pas dans une condition optimale pour favoriser la santé. Alors, dans ces conditions-là, l'énergie circule d'une façon moins fluide, il y a des congestions, des blocages, etc. Donc, moi, en tant qu'être humain, je peux apparaître en santé, sauf que dans mon état énergétique, je suis en état d'effort permanent et constant pour garder la santé, préserver ma santé. Donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je suis obligé de prendre beaucoup plus d'énergie pour faire ma journée, et ce qui veut donc dire que je vais finalement favoriser un vieillissement plus important dans mon corps. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette recherche-là du physicien Pope, parce que je pense qu'elle amène donc une réflexion intéressante sur comment doit-on envisager notre relation avec cette vision de l'aura, cette conception de l'aura ou ce champ biolumineux. C'est de comprendre que moi, en tant qu'être humain, j'ai une action que je peux faire sur mon propre corps pour favoriser la santé. Ben, on pourrait se dire, mais comment pourrions-nous y arriver? Alors, dans les traditions chamaniques, il y a une technique toute simple qui nous permet d'explorer cet état d'entropie, de négantropie d'une façon assez facile, qui s'appelle la technique d'enracinement. La technique d'enracinement, qu'est-ce qu'elle met en évidence? C'est qu'elle met en évidence un mouvement descendant et ascendant. C'est-à-dire que la pratique de l'enracinement va nous inviter à nous relier à l'énergie de la Terre. Il faut savoir ici que la Terre produit un champ électromagnétique qu'on nomme le champ Schumann. Et dans ces conditions-là, évidemment, ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je peux, par le biais de mon imaginaire, ça c'est toute ma théorie, hein, toute mon hypothèse de départ par rapport à la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'il est possible, par le biais de mon imaginaire, comme si mon imaginaire était un véhicule qui permettait à ma conscience de voyager en moi, mais aussi de voyager à l'extérieur de moi, donc pour finalement me mettre en relation avec le sol. Et on sait que dans la planète Terre, il y a le champ Schumann qui est là. Donc, je peux utiliser mon imaginaire pour me mettre en relation avec le champ Schumann, le faire venir à moi, le faire pénétrer dans mes pieds, le faire pénétrer dans mes chevilles, et ainsi de suite. Donc, de cette façon-ci, qu'est-ce que je vais expérimenter? Je vais expérimenter effectivement un mouvement qui va finalement être ascendant, qui va nourrir mon corps en quelque sorte et qui va recharger mes batteries. Recharger mes batteries, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans doute recharger mes glandes surrénales, entre autres. C'est de donner un support à mon corps pour me sentir vital, me sentir en état de vitalité.
de régénérer finalement mes batteries pour être capable de faire mes journées et mes semaines avec plus de vitalité et plus d'énergie. Donc, la pratique d'enracinement est fort intéressante puisqu'elle nous permet donc de pouvoir évaluer de quelle façon que je reçois cette énergie de la Terre dans mon propre corps, de quelle façon que je peux justement sentir que cette énergie de la Terre va me donner la tonicité pour arriver à fonctionner optimalement. Donc ça, c'est le mouvement ascendant. Et le mouvement descendant va nous permettre de nous relier à l'énergie du ciel, provenant des planètes, des étoiles et d'un infiniment grand. Et on va chercher donc simplement ici à faire descendre cette énergie-là vers les pieds. Alors donc, c'est un mouvement ascendant, d'une part, donc, un mouvement ascendant qui est de l'énergie de la Terre vers le sommet de la tête et descendant de l'énergie du ciel vers donc les pieds. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de voir à ce moment-là? C'est de voir de quelle façon que je suis réceptif, de quelle façon que mon corps est réceptif à ces deux énergies-là. Et plus évidemment, il n'y a aucun obstacle, aucune friction, aucun blocage. Ça veut donc dire que je suis dans une position de négantropie. Donc, c'est ça qu'on va souhaiter. Et évidemment, il est possible qu'on puisse prendre le temps d'observer qu'à travers cet exercice-là, on puisse observer des zones de friction, des zones de tension, des zones de blocage. Et c'est quelque chose qui peut être tout à fait normal. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'à travers mes près de 30 ans de pratique, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une énergie parfaitement harmonieuse et qui était fluide à 100% et qui était dans un état de négantropie. Donc, il faut comprendre que pour être dans un état de négantropie, il faut cultiver notre santé. Il ne faut pas attendre qu'on tombe malade pour se dire, oh, mon Dieu, il faut que je retrouve la santé. Il faut vraiment chercher à se relier donc à la terre et au ciel pour être en mesure de finalement favoriser cette conductibilité dans mon corps qui va me permettre justement d'optimiser ce potentiel santé que je cherche à développer. Donc, je n'ai pas très précisé en détail la pratique de l'enracinement, mais je voulais surtout mettre en évidence que vous pourriez, à l'aide de votre imaginaire, simplement faire des voyages pour simplement observer le mouvement ascendant et descendant de votre corps, de quelle façon, comment il se manifeste en vous. Ce serait une façon pour vous de découvrir, en fait, d'avoir une petite mesure, en quelque sorte, de cette position-là. Alors, on comprend ici que quand on comprend justement qu'il y a un mouvement ascendant et descendant dans notre corps, ce sont deux mouvements très importants. Par exemple, là, je l'ai présenté de façon globale en relation avec la pratique de l'enracinement, qui est une pratique qui va être favorisée, qui va favoriser donc la santé. Donc, je vous encourage évidemment à la pratiquer. Et on va constater donc qu'on observe le champ énergétique d'une personne que dans son champ énergétique, il peut y avoir effectivement des mouvements qui sont très descendants. Alors, les mouvements qui sont très descendants, qui sont trop descendants, c'est lorsqu'on a un peu l'énergie qui est faible, hein, on n'a plus de soutien, on n'a plus de force, donc l'énergie s'effondre. Donc, ça peut être dans un organe qu'on peut retrouver ça, ça peut être dans une globalité de notre corps, une partie de notre corps, par exemple, le bas de notre corps peut être vraiment affaissé. Alors, vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on peut observer. Et les mouvements ascendants vont nous indiquer quelque part cette potentiel énergétique hein, qu'on a en soi pour dire, ben moi, j'ai plein d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses parce que justement, le mouvement ascendant est très fort. Alors évidemment, la santé parfaite, c'est un mouvement équilibré descendant et un mouvement équilibré ascendant. Donc, ça, c'était la base un petit peu que j'avais envie de vous transmettre concernant donc la santé énergétique. Parce qu'on va voir qu'il y a d'autres informations qu'on peut rechercher dans le champ énergétique et qui vont nous intéresser au niveau de l'anti-vieillissement, du non-vieillissement. Donc, si on cherche simplement à prendre le temps d'observer notre champ énergétique, comment va-t-on faire ça avec un état de pleine conscience intuitive? Nous allons nous enraciner. Nous allons donc chercher à nous relier à l'énergie de la Terre et celle du ciel, à développer ici, à faire en sorte que ces deux énergies se réunissent dans notre cœur. Et de notre cœur, nous allons pouvoir voyager à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que notre cœur, c'est la conscience intuitive qui se retrouve là, et on va utiliser cette conscience intuitive-là pour voyager à l'intérieur de soi grâce à notre support imaginaire qui va nous permettre donc de voyager à l'intérieur de soi. Alors, si j'ai senti, moi, que dans mon genou, il y avait une perturbation, ça ne circulait pas bien, je vais donc pouvoir déplacer ma conscience dans mon genou pour me mettre en relation avec ce que j'observe comme perturbé dans mon genou. Et ce que je vais faire, c'est que je vais comprendre la raison d'être de sa manifestation. Donc, je vais prendre le temps de décrire ce que je vois, entends et ressens. Ensuite, je vais questionner la perception comme si je m'adressais à quelque chose qui n'est pas moi, en fin de compte, un peu comme si je m'adressais à une conscience qui pouvait me répondre. Et ensuite, ce que je vais chercher à faire, c'est que je vais chercher à déprogrammer quand je vais avoir été
quand je vais être parvenu à aller vraiment au maximum des questionnements que je pouvais avoir, que je peux obtenir de mon questionnement sur mon genou, je vais ensuite passer à la déprogrammation, qui est une technique qui est fort intéressante parce qu'elle aborde la notion, encore là, de la physique quantique, que l'énergie, c'est de l'information. Alors, quand on parle d'un champ énergétique, on parle donc de l'énergie vitale. On parle des cellules qui émettent de la lumière, qui en absorbent. Maintenant, dans cette énergie-là, on reconnaît en physique quantique qu'il y a de l'information. De l'information, quand on parle de pratique intuitive, on découvre que l'information, c'est quoi? C'est la conscience qui anime l'énergie. Par exemple, dans mon genou, il y a de l'énergie qui est là. Si je m'adresse à mon genou, que je cherche à comprendre la raison d'être du problème qui est associé à mon genou, je vais découvrir en pleine conscience intuitive qu'il y a une conscience qui est là, qui va être capable de me dire la raison d'être de la perturbation. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on découvre finalement que toute cellule dans mon être a une conscience qui est capable de communiquer avec moi et de m'informer de son état, de m'informer de son besoin, etc. Et plus j'apprends à me mettre en relation avec mon corps, plus j'apprends donc à accueillir tous les besoins qui se retrouvent là. Et c'est là que la déprogrammation va devenir très intéressante, puisque la déprogrammation, c'est ma capacité à créer dans l'imaginaire tout ce dont le corps a besoin. Donc, si mon genou me dit j'aurais besoin de douceur, ben je peux, évidemment, par le biais de mon imagination, créer de la douceur. Et de la douceur, je peux ensuite l'envoyer, cette douceur-là, par le biais du support imaginaire, vers mon genou et observer ce qui se passe. Et qu'est-ce qui est merveilleux dans tout cela? C'est que quand je fais cela, mon genou va me donner des informations différentes, c'est-à-dire qu'il va se transformer. Et plus il se transforme, plus il me montre des images, des sensations et des mots d'un nouvel état, d'un nouvel équilibre qui est en train d'émerger à mesure que je fais des actions de déprogrammation. Donc, la déprogrammation, c'est très intéressant de comprendre cela parce que ça met en évidence un peu la notion d'épigénétique qu'on retrouve encore là dans les neurosciences et dans la physique quantique, où on reconnaît que les gènes, on pensait que le code génétique était quelque chose d'immuable. Et là, on découvre de plus en plus qu'il est possible de le transformer. Et on peut certainement émettre l'idée, l'hypothèse, que par le biais de la déprogrammation, par le pouvoir de l'intention, on peut donc donner au corps ce dont il a besoin, et en lui donnant ce dont il a besoin, ben, le corps, lui, me montre finalement l'expression équilibrée, mais qui ne s'est pas encore actualisée. Alors, c'est intéressant cette idée qui ne s'est pas encore actualisée. Ça veut donc dire que quand moi je vois le champ énergétique d'une personne, je vais voir comme une genre de photographie de son état. Si je reste simplement en observation de ce champ énergétique-là, sans interagir avec lui, je vais faire un genre de... C'est un peu comme si je prenais une photo et que je figeais les choses. Dès qu'on commence à faire de la déprogrammation, on commence à amener un mouvement dans l'énergie. Et c'est très important cette idée du mouvement parce qu'on reconnaît que tout est mouvement et que si on fige un état d'observation que l'on fait, c'est un peu comme si on faisait une photographie et qu'on disait « voici ce que tu es ». Mais c'est pas tout à fait vrai. Voici ce que tu étais. Maintenant que je t'observe, il y a des transformations qui se font en toi. C'est-à-dire que plus on interagit avec l'énergie qui anime l'aura d'une personne, plus on constate qu'il y a des transformations qui se font à mesure qu'on le fait. Et ces transformations me permettent donc de me rapprocher de l'état d'équilibre de la personne qui va se manifester à moi comme un potentiel, c'est-à-dire que je vais reconnaître que mon partenaire a un potentiel de guérison de tel ordre et je vais donc pouvoir guider cette personne-là ou si je le fais sur moi-même, de me guider pour effectivement reconnaître qu'il y a donc un potentiel de guérison qui est présent et que maintenant qu'il est présent, ben, je vais définir un plan d'action pour me permettre donc de l'actualiser. Tout ce que je viens de nommer ici, évidemment, c'est un peu la recette qui va nous permettre donc de favoriser le non-vieillissement parce que plus je suis en harmonie avec toutes les cellules de mon être, plus je suis en harmonie avec moi-même, mais plus inévitablement, je me retrouve dans une position où ma vitalité va être optimale, où je vais être de moins en moins dans le conflit et dans lequel je vais sentir une plus grande harmonie à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est un élément que je considère quand même fort intéressant et fort important, donc que j'avais envie de vous présenter. Donc, évidemment, il y a le troisième volet qui est important après la déprogrammation, c'est les soins. C'est le troisième volet qu'on utilise en pleine conscience intuitive. Donc, il y a la lecture intuitive, il y a la déprogrammation et le soin. Le soin, finalement, ça va être des actions énergétiques, comme par exemple le transfert d'énergie, pour en nommer un qui est le plus accessible à tous. Hein. Le transfert d'énergie va me permettre donc de mettre mes mains sur mon genou, par exemple, et d'émettre de la lumière. Il faut comprendre que quand je suis
en train de faire du transfert d'énergie, qu'est-ce que je fais? Je reconnais que je suis un être de lumière, donc c'est tout à fait vrai d'un point de vue de la physique quantique, puisque le physicien Pop a mis en évidence que les cellules du corps absorbaient et remettaient de la lumière, ce qui veut donc dire que moi, quand je m'enracine, quand je me relie à la Terre et au ciel, je deviens finalement une banque de lumière. Et cette banque de lumière-là, quand je décide de soigner un partenaire, ben, je suis en train de prendre ma lumière que j'ai accumulée dans ma relation tertielle et je suis en train donc ensuite de la diffuser par mon pouvoir de l'intention pour émettre de la lumière vers mon partenaire ou vers moi-même, si c'est sur mon genou, par exemple, que je voulais faire le soin. En faisant ça, qu'est-ce que je vais faire? Bien évidemment, je vais donc transmettre de la lumière dans la région et en transmettant de la lumière, bien évidemment, il y a une nouvelle répartition énergétique qui va se faire dans mon corps. Encore là, il peut y avoir des réactions. Donc, si j'utilise la pleine conscience intuitive, je vais donc observer les réactions qui sont présentes dans la région de mon genou, par exemple, et je vais prendre le temps donc de décrire, questionner, déprogrammer pour pouvoir accompagner un processus de guérison qui va m'amener donc tout doucement vers une mise en place d'un plan d'action, un changement de comportement, etc., et qui va me donner l'opportunité de pouvoir observer qu'à mesure que je me soigne, à mesure que je me sens de mieux en mieux, de plus en plus en harmonie avec moi-même, tout comme quand je le fais sur un partenaire, je vais pouvoir parvenir justement à aider mon partenaire à se sentir de plus en plus en harmonie. Et dans cet état d'harmonie, je contribue à augmenter son potentiel santé. Donc, si la personne est malade, ben, il y a des chances que je puisse l'aider à ce qu'elle se sente mieux. Et si la personne est bien portante, mais qu'elle a des perturbations qui sont en elle, je vais contribuer à augmenter son potentiel santé pour favoriser donc le non-vieillissement. Alors, il est utile de se rappeler aussi que le pouvoir de la pensée, ce qu'on a souvent tendance à dire, le pouvoir des mains, hein, c'est le pouvoir des mains, il faut utiliser nos mains pour faire un transfert d'énergie, pour soigner les gens. Et de plus en plus, on reconnaît le pouvoir de la pensée. Hein, par exemple, la prière. Il y a des recherches qui ont démontré, par exemple, que si un certain groupe de personnes faisait une prière sur une plante qui était à plusieurs centaines et milliers de kilomètres de distance, on constatait que la plante bénéficiait de ces prières-là, de ces bonnes intentions qu'on manifestait envers la plante. Alors qu'aussi, on reconnaissait une autre plante, on mettait une plante à côté, qu'on disait à un autre groupe de penser à rien de spécial. Mais effectivement, cette autre plante qui ne bénéficiait de rien, en fin de compte, on constatait qu'elle était beaucoup moins, elle n'avait pas la même croissance, le même bien-être finalement que la plante qui bénéficiait justement de ces prières-là. Alors, ça veut donc dire que ce que je vous parlais tantôt de la déprogrammation, mais il faut comprendre ici que la déprogrammation, c'est vraiment une forme de prière, une forme de transmission d'informations que l'on fait à notre corps ou celui d'un partenaire. Et cette transmission d'informations-là a vraiment un impact dans notre champ énergétique, tout comme ces gens qui font de la prière puis qui vont avoir une influence à distance sur la croissance d'une plante. Donc, il faut bien comprendre que la combinaison des trois, lecture intuitive, déprogrammation et soins, vont vraiment permettre à ce moment-là de favoriser une augmentation du potentiel santé. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui doit être encouragé pour chacun d'entre nous et de devenir responsable de notre santé, donc de conscientiser qu'à chaque jour, on pourrait prendre le temps de faire un petit exercice, mouvement descendant-ascendant, relation tertielle, et de simplement faire des petits voyages à l'intérieur de soi pour finalement apprendre à être plus en paix et en harmonie avec soi. Alors, évidemment, bon, la méthode que je vous propose, évidemment, ne se fait pas en l'intérieur d'un laps de temps aussi court que ça, mais c'est pour vous lancer des clés. Vous pourriez commencer à faire des voyages parce que chacun d'entre nous, nous avons tous la capacité à imaginer, nous avons tous la capacité à voyager à l'intérieur de soi si on en a envie. On peut vraiment faire des voyages où on part de nos pieds pour monter jusqu'au sommet de la tête et de partir du sommet de la tête pour redescendre vers nos pieds. C'est une voie possible et on peut explorer les diverses régions de notre corps puis constater où est-ce que je me sens pas bien, où est-ce que je me sens bien, etc. Et de cette façon, on apprend simplement à mieux habiter notre espace corporel, à mieux habiter la lumière qui est en notre être. Hein. On apprend à mieux la répartir, à mieux l'habiter, etc. Donc ça, c'était un aspect que je voulais exprimer. L'autre aspect, c'est concernant le soin énergétique. Pour revenir sur quelque chose d'important concernant cette notion de non-vieillissement, c'est que quand on aborde un soin énergétique à une personne, si j'avais 5 personnes devant moi qui avaient donc un besoin d'un soin énergétique et que je faisais à ces 5 personnes un soin énergétique, je constaterais que le soin énergétique que je fais aurait une réceptivité différente pour chacune de ces 5 personnes-là. C'est-à-dire que chacune de ces personnes-là aurait des résistances, des réactions qui seraient propres à chacune d'elles.
Donc, si je fais un soin à l'aveugle, c'est-à-dire que je pars du principe que l'énergie comprend, sait ce qu'elle fait, puis je la laisse aller, puis je la laisse faire, sans savoir exactement qu'est-ce qui va se passer dans le corps de mon partenaire, bien évidemment, ça peut être une façon qui peut être favorable de beaucoup de guérisseurs depuis le début des temps procèdent de cette façon-là. Mais moi, je pars du principe qu'il est encore plus intéressant de combiner la lecture intuitive, la déprogrammation et le soin pour être en mesure de vraiment être capable d'accompagner mon partenaire et que quand je vois des blocages, des perturbations, des réactions dans son champ subtil, ça indique évidemment que les cellules de cette région-là du corps où il y a une réaction sont en résistance pour diverses raisons. Donc, je vais prendre le temps de porter mon attention sur la région en question pour parvenir effectivement à informer mon partenaire des résistances ou des réactions qui sont présentes, de l'aider justement en l'accompagnant pour favoriser donc un travail qui va permettre donc, encore une fois, d'optimiser sa santé. Donc, ça, c'est quelque chose quand même qui est fort intéressant aussi. Donc, ça m'amène à vous parler évidemment donc de l'aspect du cerveau quantique, parce que quand on parle de guérison, on pourrait dire, bon, ben, c'est énergétique. Hein, quand une personne a un problème de santé, les médecins vont vous dire c'est physique. D'autres qui sont plus énergéticiens vont vous dire c'est énergétique. Évidemment, c'est tout à fait juste, hein? Mais on pourrait dire qu'une troisième réalité également qui touche la santé puis qui est quelquefois négligée, c'est la santé psychologique ou psycho-émotionnelle. Et dans la guérison et dans mon travail, j'ai souvent observé que quand on parlait d'un problème de santé, on parlait d'un problème de santé physique, énergétique et psycho-émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a trois réalités qu'il faut apprendre à appréhender pour être en mesure de vraiment faire un soin qui va permettre, encore une fois, à favoriser le non-vieillissement. Donc, d'un point de vue énergétique, on a fait un petit peu le tour de ce que j'avais envie de vous témoigner par rapport à ça, de parler avec vous, puis on pourra l'approfondir ensemble par la suite si vous avez des questions. Et maintenant, j'avais envie d'aborder cette notion de l'arrêté psycho-émotionnel. Alors, quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on voit donc ce rayonnement biolumineux des cellules qui émane comme un champ d'énergie, un peu comme un aura, hein, comme on l'a vu précédemment. Alors, maintenant, quand on commence à aborder l'aspect psycho-émotionnel, ce qu'on doit comprendre, c'est que les physiciens ont découvert, bon, on a souvent dit que le cerveau était ici, dans la tête. Maintenant, on parle avec la cohérence cardiaque, on parle que le cerveau ou l'intelligence émotionnelle, on dit que le cerveau est dans notre cœur. Et il y en a maintenant qui disent que le cerveau est dans notre ventre. La physique quantique, elle dit que le cerveau, il est délocalisé, c'est-à-dire qu'il est partout. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire partout? Ça veut donc dire que tout ce qu'on voit dans un champ énergétique, c'est le cerveau. C'est-à-dire que moi, j'ai un aura autour de moi et cet aura-là est animé d'une conscience. Et comme il est animé d'une conscience, il est donc à quelque part un cerveau. C'est le cerveau dans sa globalité, finalement. Alors ça, c'est évidemment la définition quantique du cerveau. Il faut savoir qu'il y a des hypothèses qui ont été émises qui sont très intéressantes au niveau de cette vision du cerveau quantique, où on a dit, ben, ce cerveau quantique, comment il fonctionne? Ben, il fonctionne avec un ensemble d'informations. Cet ensemble d'informations, qu'est-ce que c'est? C'est finalement tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai vécu depuis que je suis né sur Terre se retrouve dans ce champ d'informations-là. OK? Alors, évidemment, on pourrait ajouter toutes les mémoires familiales de mon histoire familiale, toutes les mémoires d'autres vies avec lesquelles je suis en résonance, ben, tout ça, quelque part, se retrouve dans ce champ énergétique-là. Donc, une somme d'informations. Et cette somme d'informations qui est donc reliée à un passé va se retrouver finalement avec ce qu'on pourrait appeler des virtualités. C'est-à-dire que tout ce passé-là fait que moi, par exemple, je suis Sylvain Bélanger. Et Sylvain Bélanger a donc ce bagage du passé, ces valises du passé qu'il traîne avec lui. Et ces valises-là qu'il traîne avec lui, il va, lui, donc, par des voies préférentielles, par des logiques, hein, des synthèses qu'il va faire, des programmations qu'il va se construire à travers toute son histoire de vie, il va en résulter finalement une genre de compréhension de qui je suis et qui va m'amener à avoir des croyances ou des limitations ou des éléments figés qui sont en moi qui vont faire que je vais envisager que Sylvain Bélanger est de telle façon, puis qu'il y a des choses qui sont possibles, d'autres choses ne le sont pas. Et je vais donc créer comme un genre de route, un chemin vers mon futur qui va être finalement limité. Alors qu'est-ce que la physique quantique dit aussi là-dessus? C'est que ça, c'est donc, on pourrait dire que ce sont des potentiels limitatifs. C'est-à-dire que moi, quand je regarde le champ énergétique d'une personne, je peux reconnaître les limitations qui sont chez elle, c'est-à-dire les potentiels limitatifs qui sont en elle, à travers donc la lecture intuitive que je vais faire de cette personne-là,
qui va me faire comprendre que cette personne-là a donc des potentiels évolutifs, mais aussi des potentiels limitatifs. Les potentiels évolutifs, qu'est-ce que c'est? C'est finalement tout ce qu'on pourrait appeler les possibilités que j'ai en moi. Les possibilités que j'ai en moi, c'est que moi, en tant qu'être humain, je pourrais donc évoluer dans une version de moi-même la plus exceptionnelle qui soit. Alors ça, ce serait un des potentiels virtuels qui est en moi. Un potentiel limitatif, ce serait un potentiel qui me referait vivre l'abandon que j'ai vécu depuis le début de ma vie. Hein. Ça pourrait être un potentiel qui pourrait se répéter jusqu'à la fin des temps. Le potentiel expansif, par contre, est un potentiel qui m'amène justement à envisager ma vie, mon futur, d'une façon plus positive et évolutive, parce que ma vie prend un sens. C'est-à-dire que j'ai un passé, j'ai un présent, et je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je suis en train d'évoluer. Je ne suis pas en train de répéter et répéter toujours la même programmation. Je vous parle de ça parce qu'évidemment, quand on fait une lecture intuitive d'un champ énergétique d'une personne, on va comprendre évidemment que ces éléments-là sont fondamentaux. C'est-à-dire qu'une personne qui a un potentiel limitatif, qui est figé, qui est complètement inhibé, qui est complètement identifié à des croyances qu'elle a entretenues depuis qu'elle est née, mais finalement va faire que son futur ne pourra pas finalement permettre un épanouissement de cette personne-là, parce qu'elle ne va pas envisager que le futur est une voie possible. Elle ne va simplement que se dire, ben voilà, j'ai été ça et demain, je serai ça. Je serai ce que j'ai été. Je ne serai pas autre chose que ça. Alors, vous voyez que c'est un élément important de comprendre que moi, dans ma façon de voir ma dimension psychique, ma façon de voir mon passé, ma façon de voir mon présent, ma façon de voir mon futur, c'est un élément important pour comprendre de quelle façon que moi, je peux envisager donc la guérison tant au niveau physique, énergétique que psycho-émotionnel ou spirituel. Hein. Donc, c'est intéressant de rappeler qu'il y a des gens qui se sont beaucoup intéressés sur les cas de cancer, par exemple. Il y a Simonton qui avait pris le temps d'accompagner des gens qui atteints de maladies de cancers terminaux. Et il avait constaté, lui, que les gens qui parvenaient à guérir d'un cancer, ce sont des gens qui avaient un futur devant eux. C'est-à-dire qu'ils avaient développé un regard devant eux, de leur vie future, puis ils avaient reconnu qu'ils avaient un futur devant eux. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de reconnaître que le cancer avait un sens pour eux et que ce cancer leur avait permis de faire un certain cheminement de transformation et cela leur permettait, grâce à ça, hein, grâce au cancer en quelque sorte, de pouvoir grandir et évoluer et devenir une meilleure personne. Alors, ces personnes-là qui avaient cette réflexion-là avaient beaucoup plus de chances de guérir que ceux qui n'étaient pas parvenus à avoir, qui n'avaient pas de vision à quelque part de leur futur, qui ne parvenaient pas à donner un sens évolutif, en fin de compte, à la maladie. Donc, c'est important de comprendre, encore une fois, que quand ce cerveau quantique-là, qui est notre champ énergétique, bien évidemment, est un reflet aussi de notre santé. C'est-à-dire que moi, si j'ai une perturbation énergétique dans mon propre corps, cette perturbation énergétique va apparaître comme un dysfonctionnement cellulaire qui va me permettre, donc, pour arriver à mieux investiguer ce dysfonctionnement cellulaire-là, ben, je vais donc prendre le temps de mieux comprendre la physiologie énergétique, de mieux comprendre la raison d'être de cette perturbation-là d'un point de vue physique et énergétique. Mais si maintenant, je prends le temps de poser mon regard d'un point de vue psycho-émotionnel envers cette même perturbation-là, je vais découvrir qu'il y a une conscience émotionnelle qui se trouve dans cette perturbation-là. Et cette conscience émotionnelle provient bien souvent de ces fameuses croyances, limitations de mon passé. Donc, mon histoire passée se reflète dans ce rayonnement biolumineux-là. Et que plus j'apprends à voyager autour de moi pour finalement dénouer les tensions, les blocages énergétiques qui sont en moi, bien, plus je permets donc à une fluidité énergétique de prendre forme. Mais cette fluidité énergétique-là va sans doute me mettre en contact avec des blessures émotionnelles que je n'avais peut-être jamais voulu recontacter, mais le fait que tout redevient plus fluide me permet donc de reprendre contact avec des potentiels psycho-émotionnels qui sont en moi, qui étaient perturbés, qui m'empêchaient de fonctionner. Alors, dans la pleine conscience intuitive, on dit que lorsqu'il y a une perturbation dans la dimension psycho-émotionnelle, on dit que ce sont des énergies dissociées. Pourquoi? Parce que quand on a vécu un événement, qu'on était enfant, par exemple, que j'ai vécu une souffrance d'abandon, bien, la souffrance d'abandon
me fait souffrir à un point tel que j'ai pas envie de vivre avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inconsciemment repousser l'expérience de souffrance que j'ai vécue. Et en faisant ça, il va y avoir comme une dissociation. C'est-à-dire que d'un point de vue du champ énergétique, je vais constater que le champ énergétique semble finalement segmenté par des énergies qui sont comme dissociées du champ énergétique de la personne. Je vous donne un exemple. Si je reprends l'exemple de l'expérience de l'abandon, je pourrais voir chez un partenaire une expérience d'un enfant de 3 ans abandonné. Et cette expérience d'un enfant de 3 ans abandonné, si je prends le temps de communiquer avec lui, il pourrait me répondre, puis il pourrait me dire pourquoi il s'est senti abandonné, pourquoi il vit tant de souffrance, etc. Et le travail du thérapeute va à ce moment-là chercher simplement à renouer contact de faire la paix finalement avec l'expérience de l'âge de 3 ans et l'individu pour que justement cette énergie dissociée se soit réappropriée par mon partenaire. Et en se réappropriant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va se réapproprier une énergie vitale dont il n'avait plus accès. Donc, vous voyez, le lien entre l'énergétique et le psycho-émotionnel est très important dans le travail de soins de l'aura, puisqu'on comprend ici que quand on fait ce travail de réunification, notre partenaire va se réapproprier une vitalité qu'il n'avait plus accès depuis un certain temps. Donc, tout ça va permettre justement à faire en sorte que la guérison physique, énergétique et psycho-émotionnelle sont étroitement reliées et que dans un travail de pleine conscience intuitive, on voyage à travers ces 3 sphères-là pour permettre justement qu'il y ait un meilleur échange possible entre chacun d'eux pour finalement permettre ce processus de non-vieillissement dont il était question. Il est maintenant de plus en plus reconnu, par exemple, que même au niveau de l'aspect génétique, du gène et tout ça, qu'il est possible donc de transformer les gènes pour amener un être humain donc à évoluer d'une façon plus adéquate, plus harmonieuse. On reconnaît également qu'il est possible, par l'apprentissage, de favoriser donc une position de plus grand calme, de paix intérieure, de tranquillité, de pratiquer la cohérence cardiaque, de pratiquer l'enracinement, de pratiquer des techniques justement de méditation. On a constaté que ça influençait également les télomères qui sont reliés donc au vieillissement aussi chez le corps humain. Donc, c'est intéressant donc de comprendre que plus le corps humain, plus les neurosciences, la physique quantique évolue, plus on commence à comprendre qu'il est possible véritablement, par notre conscience, d'influencer notre santé puis notre capacité à avoir une vie la plus longue possible. Il y a un truc qui est quand même intéressant aussi dont j'aimerais vous parler, c'est concernant cette notion de non-vieillissement. On découvre de plus en plus que le non-vieillissement peut se mesurer. C'est-à-dire que moi, j'ai un appareil de mesure quantique qui permet donc de déterminer, moi j'ai 58 ans, je crois, je pense que c'est ça que j'ai, 58, 59 ans plus tôt. Et quand on prend le temps donc de mesurer avec un appareil de cet ordre-là, on est en mesure de dire, vous avez 59 ans en temps réel, maintenant votre corps, quel âge lui? Alors, c'est déterminé par certains paramètres qui sont intéressants, mais évidemment, dans la pratique de la pleine conscience intuitive et dans notre pratique même personnelle, en faisant ces petits voyages que je vous parlais tout à l'heure au tout début de la conférence, il est certainement possible d'arriver donc tu sais, des fois on le dit nous-mêmes, j'ai pris un coup de vieux. Des fois, on a cette expression où on se dit « j'ai eu un coup de vieux ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le sentiment d'avoir vieilli. Et vieilli dans le sens où on a l'impression de perdre quelque chose, d'être moins en forme, d'être moins vital. Donc, vous voyez que si on commence à porter attention à l'intérieur de soi et de découvrir justement ce sentiment, cette impression des fois d'avoir un coup de vieux et de chercher justement à se donner les moyens pour renouer contact avec une vitalité optimale, bien évidemment, ce sentiment de coup de vieux, il va être de moins en moins important, puis on va même avoir l'impression de rajeunir. Alors, vous voyez que parce qu'il faut bien comprendre que la notion de temps physique quantique, elle est très relative. Et que quand on observe le champ énergétique d'une personne, ce qu'on voit, c'est le passé de la personne, son présent et son potentiel futur. Donc, le potentiel futur est quelque chose qu'on peut transformer. Et c'est ça qui est important. C'est d'ailleurs pourquoi la pleine conscience intuitive met l'emphase sur la lecture intuitive, déprogrammation et soins, pour ne jamais rester dans une position où on demeure figé devant un état. C'est-à-dire qu'on interagit, on est toujours dans un mode de communication et d'accompagnement pour amener le changement. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire concernant le non-vieillissement. On pourra approfondir, si vous le voulez bien, si vous avez des questions. J'avais envie maintenant de vous parler très brièvement de l'aspect spirituel de ça. Et ensuite, je vais vous parler de comment développer la pleine conscience intuitive.
Donc, le troisième volet, donc, je vais vous parler du cerveau quantique. Maintenant, je vais vous parler donc de la liaison, de notre alignement spirituel, de notre relation avec l'âme. Alors, dans la pratique intuitive, on constate évidemment que l'être humain qui est devant soi, il a donc un champ énergétique autour de lui et il y a une connexion avec un lien plus éloigné, plus élevé vers le ciel, en fin de compte, qui est en quelque part l'âme et qui nous met en contact avec la mission de vie. La mission de vie, qu'est-ce que c'est? C'est le sentiment que je suis venu sur Terre pour faire quelque chose. Alors, ce quelque chose-là peut évoluer à travers le temps, mais c'est certain qu'il y a une genre de connexion, comme un lien, quelque part très subtil, mais très vrai, qui nous relie à cette essence fondamentale de qui nous sommes. C'est-à-dire qu'au-delà de notre corps physique, au-delà de notre structure énergétique, au-delà de notre structure psycho-émotionnelle, il y a quelque part une forme de lumière, pourrait-on dire, rayonnante, sans information mémorielle et sans perturbation de quoi que ce soit, et qui nous relie à une forme de vérité. Et cette vérité-là, également, aussi contribue à ce non-vieillissement, puisque quand on nourrit à quelque part ce sentiment qu'on est connecté avec notre âme, ben, on a une forme de certitude, de confiance, on se sent en phase avec qui nous sommes. Alors, je pense que aussi, ça fait partie d'une démarche qui est fort intéressante, d'apprendre donc effectivement à reconnaître cette connexion et d'apprendre à la développer. Évidemment, dans la pleine conscience intuitive, on va chercher par le biais de développement de l'intuition, de la déploiement et des soins, à apprendre à voyager dans toutes les sphères possible pour être en mesure donc de se connecter avec la dimension de l'âme et de pouvoir favoriser même une collaboration avec ce qu'on appelle des guides spirituels, etc., qui, eux, pourront aussi nous aider dans toute cette démarche, justement, où on cherche à développer cette position de verticalité, c'est-à-dire, pour moi, la position de négantropie la plus parfaite qui soit, c'est-à-dire où on ne gaspille pas d'énergie inutilement, on absorbe l'énergie de la Terre, on absorbe l'énergie du ciel, et on est dans une forme de négantropie où l'énergie circule du mouvement ascendant et descendant de la façon la plus fluide et harmonieuse. Maintenant, on pourrait se dire, mais comment peut-on développer la pleine conscience intuitive? J'en ai un peu parlé déjà un petit peu, mais j'avais peut-être envie d'y revenir. Alors, toujours dans ce contexte de non-vieillissement, on doit se rappeler évidemment que pour favoriser le non-vieillissement, il faut d'abord développer une conscience. Et on l'a vu, la pratique d'enracinement va être une technique préparatoire à la pratique et elle va nous permettre donc de comprendre justement, de faire un genre de mesure de notre état énergétique. Plus j'apprends à constater qu'il y a des perturbations en moi, mais plus j'apprends à constater que j'ai donc un travail à faire pour chercher à améliorer le plus possible ma situation énergétique pour me rapprocher le plus possible de ce que j'appellerais ma zone d'équilibre. La zone d'équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est un champ énergétique qui est optimal où je suis dans un état de négantropie absolue. Alors, on sait que cette zone de négantropie et d'équilibre est fragile et que selon les circonstances de la vie, les stress, les échecs, les réussites, les blocages, bon, il y a plein de choses qui vont faire que ça va influencer cette capacité que j'ai de gérer ma vitalité. Donc, en pratiquant l'enracinement, bon, on apprend donc finalement à avoir comme un genre de sentiment de plus grande sécurité parce que justement, la pratique d'enracinement me rassure dans cette relation que j'ai avec moi-même pour contribuer à augmenter ma vitalité, augmenter quelque part mes capacités justement de guérison et de favoriser donc la santé. Donc, la pratique d'enracinement est vraiment une technique qui va être utilisée quotidiennement pour finalement favoriser donc une circulation énergétique optimale en soi. Puis par la suite, bien évidemment, selon les blocages que j'ai, etc., je vais donc chercher donc à développer la pleine conscience intuitive, dans lesquelles on va chercher à relier la terre et le ciel pour créer ce fameux soleil rayonnant lumineux dans mon cœur. Et je vais ensuite utiliser ce soleil-là comme un moyen pour voyager en moi, pour aller simplement me scanner, pourrait-on dire, hein, c'est-à-dire prendre le temps de faire des voyages pour prendre le temps d'évaluer, d'identifier les différents états qui sont en moi. Les différents états qui sont en moi peuvent être multiples, hein. Il peut y avoir donc des états d'équilibre, de désalignement, d'hyperactivité, d'hypoactivité, de surcharge, d'épuisement, comme je disais tantôt. Et on va prendre le temps, donc, en voyageant autour de soi, de prendre le temps d'observer ce qui se passe en moi, de voir, entendre ou ressentir. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose où je sens une certaine perturbation, ben, je prends le temps de décrire, questionner ce qui est là, pour comprendre ce qui est là, déprogrammer ensuite, donc de donner ce dont l'énergie a besoin, qui est vraiment relié à la physique quantique aussi, et le soin qui va permettre de contribuer, de répartir la lumière dans mon corps. Et de cette façon-là, bien évidemment, je cherche, par ces voyages-là, à me réunifier. Alors souvent, on va se dire, ben moi, je voudrais me guérir. Alors, se guérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps de s'accompagner. C'est ça.
s'accompagner à quoi? S'accompagner à ma guérison. Ma guérison, elle ne se fera pas toujours en une seule fois. Et des fois, des gens vont dire, ben moi, je vais guérir, j'ai décidé de me guérir, donc je fais un exercice, puis c'est fini là. Mais non, même quand on va voir des guérisseurs, on aimerait aller voir un guérisseur qui pourrait nous guérir en une seule fois. Ça peut arriver. Mais l'idéal, c'est d'être accompagné. Accompagné, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, je m'accompagne à partir du moment où je reconnais que j'ai une perturbation, j'ai un blocage, et je m'accompagne pour cheminer, pour améliorer cette situation-là et pour m'amener donc à favoriser ma santé. Alors, c'est là qu'on parle vraiment d'une action d'accompagnement pour favoriser le non-vieillissement du corps. C'est donc d'être capable de se donner les meilleurs moyens possibles, les meilleures conditions possibles pour amener donc un bien-être à l'intérieur de soi. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Évidemment, il y a des techniques d'auto-guérison qui pourraient aussi être brièvement dites, là, peut-être un petit mot là-dessus, où on va donc chercher plusieurs techniques, le transfert d'énergie, bien sûr, mais il y a bien d'autres techniques qui vont permettre donc d'avoir des échanges avec notre corps, mais surtout de transmettre, donc de travailler dans la cellule du corps, dans les organes du corps, pour vraiment amener une transformation, pour augmenter, donc, encore une fois, la négantropie dans les cellules du corps. Donc, le transfert d'énergie, la chirurgie énergétique, la miniaturisation, le travail sur les fascias, entre autres, sont toutes des façons d'aborder notre corps, mais d'une façon vivante, en reconnaissant justement que chacune des cellules de notre corps a une conscience et elle est vivante. Donc, on cherche à favoriser la vie en l'état de celle-ci. Et c'est ça qui va permettre, encore une fois, donc, de vraiment réunifier l'être que nous sommes et permettre de sentir de plus en plus de vie en soi. Puis si je me sens de plus en plus vivant, bien, inévitablement, ça veut donc dire qu'effectivement, ce potentiel de santé, je me donne l'opportunité de l'augmenter d'une façon significative. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager. Je ne sais pas si vous auriez des questions à me partager maintenant. Merci infiniment déjà Sylvain pour l'ensemble de toutes ces informations. Merci à vous toutes et à tous d'être encore ici en ligne avec nous. Donc, et comme le propose Sylvain, merci de poser vos questions, de mettre également des commentaires. Ce qui est génial, ce qui est génial dans ta conférence, c'est vraiment que on entend bien, on voit bien aussi tout le travail aussi de recherche que tu as fait et qui crée des ponts entre tout ce qui peut être fait de manière très intuitive et depuis très longtemps quand on se réfère à tu te référais tout à l'heure à des approches chamaniques, donc de traditions plutôt des peuples premiers ou d'autres choses qui sont faites d'un point de vue énergétique, et comment on peut faire le lien maintenant avec la science et des informations qu'on obtient. Pendant ta conférence, tu parlais de POP. Est-ce que tu veux bien juste nous redire qui est ce physicien? Oui. C'est un physicien finalement qui s'est présenté. Moi, j'ai découvert ce physicien-là lors en fait, quand il allait en Suisse, un congrès à Bâle, en Suisse, il y a plusieurs années, qui n'existe plus, ce congrès-là. C'est un congrès sur la guérison, sur les guérisseurs. C'était super intéressant. Et j'avais vu qu'il avait fait une conférence où il avait dit « J'ai découvert l'aura ». Alors, évidemment, c'est un congrès de guérisseurs, donc c'est tous des gens qui travaillent avec l'aura. Mais c'est comme c'est un physicien, lui, il avait fait un peu une boutade. Parce que finalement, quand il disait qu'il avait découvert l'aura, c'est-à-dire qu'il avait fait la démonstration scientifique que les cellules du corps absorbent et réémettent de la lumière. Il a même développé un appareil qui permet de mesurer cette lumière-là. Donc, c'était très intéressant. Et il a démontré également qu'au niveau des aliments, on pouvait aussi mesurer la lumière qui est émise des aliments. Puis il disait, bon, qu'un jour, on va être en mesure de pouvoir quantifier la qualité d'un aliment d'un point de vue de lumière. C'est-à-dire qu'on pourra dire, bon, cet aliment-là, il possède telle quantité de photons, tel autre aliment, ben, on possède moins, donc c'est moins intéressant. Et évidemment, plus l'aliment a beaucoup de photons, mais plus il est assimilable aussi. C'est ça l'intérêt de sa recherche. Puis évidemment, c'est une recherche évidemment qui est marginale. Donc, c'est pas quelqu'un qui a eu la chance d'être financé par des grandes compagnies pharmaceutiques ou je ne sais quoi pour arriver donc à démontrer ce qu'il a fait. Donc, ça reste quand même ça fait quand même un certain nombre d'années que ça existe. Il a écrit un livre d'ailleurs, qui a été écrit dans un publié, un éditeur belge, Marco Pieter, c'est La biologie de la lumière. C'est un livre qui la lumière, ouais, ok. Oui, oui. Et donc le physicien s'appelle comment? C'est POPP.
POPP, d'accord, ouais, ok, d'accord. Alors évidemment, j'invite aussi les personnes qui sont en train d'écouter cette conférence ou les personnes qui seront là en rediffusion de découvrir ce physicien qui a écrit La biologie de la lumière. En tout cas, tout ça est passionnant. Et du coup, tu as pu mettre en pratique, tu mets en pratique depuis longtemps. Cette approche, c'est cette approche où tu fais du voyage intérieur avec la pleine conscience intuitive, avec la déprogrammation et les soins. Est-ce que tu pourrais partager avec nous peut-être une expérience peut-être qui t'avait marqué ou peut-être un ensemble d'expériences qui reviennent plusieurs reprises et qui te confortent aussi dans le fait de continuer dans cette direction-là? Mais c'est sûr que moi, une des expériences qui m'a le plus marqué, c'est que j'étais dans le début de ma pratique, je travaillais dans un hôpital et puis j'ai eu la chance d'avoir une infirmière qui croyait beaucoup en ce que je faisais. Et cette infirmière-là m'a donc, entre guillemets, protégé pendant une certaine période de temps où j'ai pu soigner des personnes qui avaient des problèmes chroniques. Donc, des problèmes de douleur, mais aussi des gens une personne à laquelle je pense qui était condamnée par le médecin qui lui disait qu'il lui restait 3 mois à vivre. C'était donc une personne qui, suite à cette nouvelle-là, bien évidemment, elle ne voulait plus se lever, elle était couchée, elle était vraiment dans un état pas très heureux. Et puis finalement, j'ai fait 3 soins avec cette personne-là. Le premier soin, ça a généré une réaction immédiate. Quelques heures plus tard, elle était sur sa chaise. C'était une chaise roulante parce qu'elle avait la difficulté à pouvoir marcher. Et puis, le deuxième soin, ça crée des fièvres, une montée de fièvre. Puis l'infirmière lui avait demandé donc de ne pas prendre de médication le moins possible pour permettre à la fièvre de faire son travail, etc. Dans l'hôpital. Hein. Et le troisième soin, quelque part, ça a amené donc un retour vraiment d'une humeur. Finalement, elle était redevenue finalement de bonne humeur. Et je dis ça comme ça parce que c'était vraiment très surprenant. En 3 soins, toute la transformation que ça a occasionné. Et elle est revenue nous voir 1 an et demi plus tard, à le même hôpital. Elle était plus à cet hôpital-là, mais moi, je travaillais encore à cette époque-là. Et elle est venue nous voir pour nous dire comment elle était heureuse, comment elle était épanouie, comment ça allait bien, etc. Et donc, elle n'était plus du tout dans cette énergie, justement, de maladie, etc. Donc, ça représente un petit peu, finalement, cette idée du non-vieillissement, c'est-à-dire que, vous voyez, la pensée, comment elle pensait, quelque part, bon, le médecin, c'est pas été on ne comprend pas encore bien l'effet placebo. On ne comprend pas bien l'effet placebo. C'est le plus bel exemple que je peux donner par rapport à ça, c'est actuellement ce qui se passe dans le monde. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais au Canada, puis dans plusieurs autres pays, on est dans la peur absolue. On crée de la peur. Les gouvernements, on met beaucoup l'emphase sur la peur, la peur, la peur, la peur. Donc, on est en train de créer au niveau de l'effet placebo des suggestions qui provoquent finalement l'être humain des positions de panique intérieure qui le rendent très docile aussi. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose, évidemment, qui ne favorise pas ce non-vieillissement-là. C'est-à-dire que le stress va contribuer énormément à amener des pertes énergétiques. Hein, notre système nerveux, tout ça, on va stresser, on va perdre notre équilibre et ça va favoriser ce vieillissement-là. Moi, j'ai un appareil, parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux appareils et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé au physicien pop, parce que les appareils, pour moi, sont des moyens de vérifier ce que moi, je fais comme travail quelquefois. Alors, j'ai un appareil cardiaque, qui est un appareil qui mesure la cohérence cardiaque. Et cet appareil-là permet justement de mesurer les paramètres de stress, etc., les chakras, les méridiens. Et qu'est-ce qu'on constate avec cet appareil-là? C'est que, et dans ma lecture intuitive aussi, c'est la même chose, hein, c'est que lorsqu'une personne, justement, vit, ou même simplement des pensées, quelque part, des mauvaises pensées, automatiquement, son énergie va changer, les méridiens vont changer, les chakras vont changer. Vous voyez, on commence à comprendre de plus en plus que l'accompagnement, quand on parle d'accompagnement, c'est s'accompagner à tout instant, à tout moment, dans le sens d'apprendre à gérer nos pensées, nos émotions, notre énergie, nos habitudes corporelles, notre alimentation. Il y a plein d'éléments, quelque part, à laquelle on doit être attentif pour amener, justement, pour moi, les ingrédients nécessaires pour favoriser ces conditions de non-vieillissement que l'on souhaite tous, hein, parce que je pense qu'il n'y a personne qui a envie de vieillir prématurément. Mais en même temps, c'est tellement mal compris que, à quelque part, même actuellement, ce qui se passe, le manque de bienveillance, j'irais jusqu'à dire, tu vois, qui font que, malheureusement, j'imagine qu'ils font leur possible, hein, bien sûr, mais il y a un manque de psychologie
qui est très clair là-dedans. Et c'est dommage parce que l'effet placebo, c'est reconnu même dans les grandes compagnies pharmaceutiques, on le reconnaît tous. Hein. Donc, c'est certain que ça a un effet, ça peut avoir un impact négatif de jouer avec la pensée comme on le fait présentement, mais c'est là qu'on voit qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas encore dans la science du millénaire. C'est-à-dire, pour moi, la nouvelle science, la nouvelle médecine, ce sera une médecine qui sera beaucoup plus consciente de ces processus-là, sans doute. Voilà. Ouais, et informative. Et d'ailleurs, ben, dans ta manière d'œuvrer aussi, de travailler, moi, ça me fait penser à Joe Dispenza, qui après s'est entouré de scientifiques pour aller voir aussi de pouvoir mesurer, de pouvoir aussi mettre quelque chose on va dire de cartésien, de mesurable derrière ces expériences qui sont encore un peu floues. Mais a-t-on toujours besoin d'avoir des mesures? C'est aussi bien de pouvoir déjà vivre l'expérience et de vivre l'amélioration. Après, évidemment, c'est très cerveau gauche d'avoir besoin d'être rassuré. Ben moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est pour moi, l'intuition, c'est quelque chose, dans ma pratique, hein, ma vision des choses, hein, c'est vraiment l'intuition et la raison peuvent cohabiter ensemble. Oui, mais oui. On peut donc dire justement que moi, je peux être intuitif, mais ça ne veut pas dire que je suis complètement perdu dans l'espace. Hein. Alors, puis malheureusement, on a souvent tendance à croire que les gens qui sont intuitifs sont des gens qui sont complètement perdus, qui ne sont pas en manque de rationalité, etc. Alors qu'on peut très bien être les deux. Et c'est ça que je pense que les neurosciences mettent en évidence beaucoup ça actuellement. Je pense que toutes les recherches sur le cerveau ont pour objectif donc de nous amener à prendre conscience à quelque part que le cerveau est un outil. Et qu'est-ce qu'on en fait de cet outil-là? Est-ce qu'on l'utilise optimalement? Il y a des grands chercheurs, un grand scientifique Permuter, un Américain, qui lui a même écrit un livre avec en collaboration avec un chaman pour mettre en évidence justement toutes les conditions favorables pour augmenter nos capacités du cerveau, parce qu'il dit bien que il y a un grand pourcentage du cerveau qui n'est pas utilisé, même au niveau de l'ADN. On constate qu'il y a très peu de matériel génétique, de matériel de l'ADN qui est utilisé. Hein. Donc, on sent quelque part que l'être humain n'est pas pleinement réalisé, du moins actuellement. Donc, on peut envisager que, bon, ces appareils-là dont je nomme, mais pour moi, c'est simplement des façons, comme je dis, de se rassurer, mais aussi de mieux comprendre quelquefois aussi la relation que l'on a avec nos perceptions. Parce que l'intuition, évidemment, c'est pas une absolue. Il faut savoir, effectivement, être attentif à toujours vérifier et contre-vérifier qu'est-ce qu'on observe. On peut pas lancer des informations intuitives sans tenir compte de la réalité. Et ça, je pense que c'est quand même, ça, c'est un autre élément que je trouve qui est très important. On peut dire à quelqu'un, ben oui, tu vas guérir, mais si la personne meurt, ça veut donc dire quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, alors, je pense que ça, pour moi, c'est ça l'équilibre intuition-raison. C'est d'être attentif, évidemment, à voir qu'est-ce que la personne vit et de chercher à comprendre à partir de ce qu'elle vit d'un point de vue intuitif, de quelle façon que je peux l'aider. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Puis c'est ça, tout le processus du non-vieillissement, c'est pas de raconter des trucs ésotériques avec des belles paroles, etc., mais de chercher à mettre en place une médecine vraiment concrète et tangible, ou en tout cas une façon de soigner d'une façon tangible le plus possible et que les gens peuvent avoir confiance en ces outils-là. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose qui a été une volonté parce que quand j'ai commencé, j'ai rencontré beaucoup de clients qui venaient me voir et qui avaient été voir des médiums. Je n'ai rien contre les médiums. J'ai été moi-même médium pendant longtemps, mais malheureusement, c'est là que j'ai compris à quelque part que beaucoup de médiums avaient tendance à raconter des choses, à lancer des trucs qui n'étaient pas toujours enracinés et qui n'étaient pas toujours aidants pour les gens, même qui créaient de la panique. Alors, c'est là que ça m'a amené aussi à vouloir créer ma méthode parce que je me suis dit, j'ai pas envie de m'associer à toute cette espèce de monde qui est des fois un petit peu irrationnel, mais dans le mauvais sens du terme. Parce qu'on peut être irrationnel et tout à fait être correct, hein, mais quand on est dans l'irrationalité, mais que l'on amène les gens dans notre univers irrationnel et que ces gens-là deviennent presque dépendants de nous parce qu'il faut qu'ils nous fassent confiance parce que sinon, ils n'ont pas de moyen de vérifier quoi que ce soit, ça devient plus dangereux. Et ça, je pense que c'est malheureux parce que au Québec, comme en France, comme en Suisse, peut-être aussi, moi, je vois régulièrement des scandales, entre guillemets, où des guérisseurs ont dit ah, ben cette personne-là m'a promis de guérir telle personne, puis finalement, la personne est morte. Donc, inévitablement, ça amène beaucoup de mauvaise publicité autour des gens qui font des soins énergétiques à cause de ça. Donc, pour garder un équilibre, je dirais, c'est ça un peu pour moi la logique. Intuition, raison, c'est comme pour moi toujours été une volonté de garder une position d'équilibre pour arriver à aider la personne de la façon la plus solide possible. Voilà.
Ouais. Et puis ce côté intuition-raison, bah, tu le retrouves aussi dans ce que tu décrivais tout à l'heure avec ce lien ciel-terre, d'être dans le concret de cette énergie de la Terre, mais en même temps d'être relié aussi à quelque chose de plus, on va dire de plus vibratoire, de plus vibratoire, de force plus cosmique. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Tout à l'heure, tu parlais, tu faisais une référence aux méridiens. Est-ce que toi, dans ton parcours, donc les méridiens, donc là, on fait un lien avec la médecine traditionnelle chinoise. On pourrait faire un lien avec les sagesses hindouistes, avec les centres énergétiques, avec les chakras. Toi, par rapport à ton parcours, entre les, est-ce que tu fais un lien entre ces informations cellulaires et cette structure biolumineuse. Est-ce que tu fais un lien entre ça et ce que l'Antiquité connaissait ou a transmis avec les méridiens ou les centres énergétiques? Tu fais un lien aujourd'hui? Oui, en fait, oui. Mais en fait, les méridiens, pas tellement. J'ai essayé à un moment donné, mais je me suis désisté. Ouais. Par contre, où est-ce que j'ai eu la chance d'avoir une personne, une amie à moi, qui avait une connaissance en médecine chinoise, qui avait une formation complète. Et puis, on a collaboré ensemble. Et puis, ce que j'ai découvert à travers ça, c'est qu'il y a deux volets en médecine chinoise. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux principaux. C'est l'acupuncture, qui tient compte des méridiens, et il y a la pharmacopée chinoise, qui tient compte d'une physiologie énergétique. La physiologie énergétique, ce ne sont pas les méridiens. On ne tient pas compte des méridiens. Et ça, ce volet-là m'a énormément aidé parce que ça m'a permis de comprendre des choses que moi, j'avais des perceptions intuitives. Et là, ça m'a donné comme un cadre. Et ça a été exceptionnel. Et je suis certain que la médecine chinoise était, au niveau de la pharmacopée, s'est développée autour de l'intuition. Parce que c'est un mode de fonctionnement qui est complètement en harmonie avec ce que je perçois. Moi, je travaille beaucoup avec les fascias aussi. Puis, tout ça, finalement, se met dans une espèce de compréhension complètement logique. Et les Chinois ont vraiment une médecine très, très riche. C'est sans doute pour moi la médecine la plus riche que je connaisse, que j'ai pu voir, bien évidemment, la médecine classique, évidemment, qui est quand même pas dédaignée, hein. Mais la médecine chinoise est très, très, très élaborée. On connaît beaucoup l'acupuncture, la loi des 5 éléments et tout ça, mais tout ce qui s'approche de la pharmacopée chinoise est pour moi un monde très intéressant que j'ai appris à intégrer dans ma pratique, que j'enseigne aussi parce que je trouvais que c'était trop riche et ça permet aux gens d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils observent. Parce que moi, mon objectif, c'est de développer un langage intuitif, donc de proposer aux gens un modèle de pensée qui leur permet d'avoir comme une grille de lecture qui va leur permettre de développer leur intuition plus facilement. Et dans ce sens-là, j'ai écrit des livres dans cet objectif-là. Et cette grille-là de la médecine chinoise a été très importante là-dedans, oui. D'accord, ok, génial. En tout cas, merci infiniment, tout ça est vraiment très passionnant. Mon cher Sylvain, on arrive ici au terme de cette conférence. Donc maintenant, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir mettre en pratique tout ça, du coup, on peut te contacter. C'est aussi évidemment une option. Que les gens soient au Québec ou que les gens soient dans une partie du monde. Alors, nous sommes nous sommes en live. Alors, je vais essayer de récupérer Sylvain. Sylvain, je ne sais pas si tu es en train de nous entendre, mais là, ton image est restée figée. En tout cas, dans tous les cas de figure, je vais attendre. Ah voilà, très bien, voilà. Voilà, Sylvain, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, super. Je me suis dit non, on a perdu Sylvain juste au moment où on parlait de pouvoir aussi te contacter. Donc, que les personnes soient au Québec, que les personnes soient à l'étranger, on peut faire un travail avec toi. En fait, je propose énormément d'enseignements en ligne, évidemment en présentiel aussi, quand les possibilités le font, le permettent, mais j'offre beaucoup d'enseignements en ligne. Et puis, j'avais envie donc de proposer un enseignement autour pour ceux qui ont envie de poursuivre avec moi un petit peu, hein. Bien sûr. Une série sur l'intuition neuroquantique. Donc, puis il y aurait donc une promotion intéressante avec un prix intéressant, avec des bonus. J'offrirais des petites consultations après chaque atelier et puis un webinaire à la fin. Donc, si les gens ont envie de s'y intéresser,
ils pourraient jeter un coup d'œil donc sur ta page, je pense, hein, Mario? Bon, voilà, exactement. Soit de contacter, donc là, sous le descriptif de la conférence, eh bien, vous avez les informations pour contacter Sylvain Bellanger dans la pleine conscience intuitive. Et puis, nous, on pourra aussi ajouter dans le descriptif ici de la conférence les liens vers tes activités, vers des ateliers avec tout ce que tu proposes en termes de webinaires, en termes de bonus, en termes d'accompagnement. D'accord, c'est très bien. Donc, c'est un peu ça que j'avais comme à transmettre. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions ou… Alors ici, pour l'instant non. En tout cas, merci. Là, il y a un message de Pascal Marie. Tout cela est passionnant. Merci Sylvain. Donc Pascal, si vous avez envie, si vous avez envie de continuer, ou si vous êtes d'autres personnes à vouloir envie de creuser, d'apprendre à prendre soin de vous, parce que là, évidemment, c'est génial parce que c'est vraiment une approche. L'approche de Sylvain vous aide déjà à accéder à du savoir, mais au-delà du savoir, mais c'est aussi des connaissances. C'est des connaissances intuitives pour prendre soin de vous-même, de revenir à plus d'équilibre, mais aussi pour prendre soin des personnes qui vous entourent. Ça, je pense qu'on l'aura très bien compris, avec un bagage, avec une histoire extrêmement riche, extrêmement vaste, et qui a donné naissance à tout ça. Moi, j'ai trouvé super aussi que c'est Sylvain que tu fasses aussi le lien avec sur le pouvoir de la pensée, ou sur que ce soit au niveau de la prière, au niveau des bonnes intentions, au niveau lorsque tu parlais aussi de la transmission, la transmission de l'information, et comment finalement tout cela, tout ce qui se fait de manière complètement métaphysique agit. Et je trouve très chouette que tu puisses aussi face à un lien avec quelque chose qui rassure, et qui soit plus cerveau gauche pour toutes les personnes qui… Oui, moi, je te dirais, ça fait des années, quelque part que je suis, je dis comme ceci, que j'ai été perçu par moments, puis souvent peut-être comme quelqu'un qui n'était pas, qui faisait des choses un peu hurluberlues, hein, on était identifié un peu comme ça. Et puis, je suis content parce qu'actuellement, ce que je partage, quelque part, c'est pas des choses que je sors de ma tête, hein, c'est les neurosciences, la physique quantique, l'épigénétique, c'est tous des courants, quelque part, qui viennent confirmer les ancêtres, les chamans, les guérisseurs et tout ça. Donc, on est dans un monde assez intéressant à ce niveau-là parce qu'on est en train, finalement, de comprendre davantage l'univers. Et parce qu'on comprend mieux l'univers, on comprend mieux, quelque part, que d'autres choses existent que ce que la raison d'être du rationnel pourrait croire. Et ça me fait plaisir parce qu'évidemment, ça nous ouvre la porte à un nouvel élan, je dirais, pour transmettre ce genre de connaissances-là qui sont maintenant mieux comprises, puisque le rationnel, le cerveau droit, le cerveau, la raison, peut comprendre mieux maintenant aujourd'hui. Ouais. Exactement, c'est vraiment génial, et tu le rappelles aussi très bien dans ta conférence, c'est que tout est transformation, tout est mouvement, et qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de finitude dans cette évolution. Puis rappelons-nous aussi qu'il y a 5 siècles, la planète était encore plate. Donc, restons ouverts sur ce merveilleux champ des possibles. Mon cher Sylvain, je te laisse le mot de la fin. Ben oui, mais je pense que je reviens un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure sur on peut rester dans la tête, hein, avec des compréhensions intellectuelles, mais on peut aussi passer par l'action. L'action, c'est l'expérimentation qui fait qu'on est capable justement de découvrir que dans l'expérimentation, on découvre quelque part un univers. Donc, moi, je vous inviterais dans un premier temps à aller faire des petits exercices par vous-même, allez visiter votre corps. Prenez conscience que ce corps-là est vivant et que c'est pas dans votre tête que tout se passe. Ça se passe dans votre corps, dans les cellules de votre corps, que ce soit dans votre gros orteil, que dans votre genou, et qu'importe. Donc, amusez-vous à ce niveau-là. Si vous êtes intéressé à aller un peu plus loin, à avoir une structure pour aller plus loin là-dedans, mais là, les ateliers que je vous propose, je pense que ce serait une belle solution pour vous permettre de faire un pas dans cet univers finalement fascinant, que moi je considère fascinant du moins, qui est la pleine conscience intuitive. Donc, amusez-vous bien et si ça vous dit, ça me fera plaisir de vous accompagner.
Génial. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui sont encore là en live. Merci de mettre un commentaire, de liker cette conférence et puis surtout partager cette pépite de connaissances, d'intuition aux personnes qui en auraient besoin et de vous abonner également à la chaîne des Salons du Mieux Vivre. Et puis, si vous regardez cette conférence en rediffusion, eh bien, merci aussi de la regarder et de faire exactement la même chose. Mon cher Sylvain, merci. C'était un plaisir. Merci, merci. Moi aussi, Mario. À très bientôt. Hein. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.